à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Être parent au XXIe siècle, c'est gérer les crises du matin, les devoirs, mais aussi le premier téléphone, le temps d'écran, la sécurité numérique. Nous, quand nous étions enfants, notre seul stress, c'était de rembobiner la cassette avant de rendre le film au vidéoclub. Aujourd'hui, nos enfants grandissent avec TikTok, le gaming, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éducation numérique dans Génération Parents, pour partager des clés concrètes. Bouygues Telecom, qui soutient ce podcast, a justement lancé le programme Reconnecter. C'est une série de vidéos pratiques avec des parents, des ados, des experts pour aider nos enfants à mieux vivre avec le numérique et nous à poser les bonnes limites. Alors si ça vous parle, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Telecom pour retrouver le programme Reconnecter ou directement dans les notes des épisodes de juillet de Génération Parents. Alors, on va passer à notre invité du jour, donc Églantine Camille. Donc Églantine, pour moi, j'ai regardé ton CV, je me suis un peu renseignée sur toi. Tu incarnes l'engagement en faveur des droits des enfants. Donc actuellement, tu es chargée de la sensibilisation et du plaidoyer pour l'association Caméléon que tu vas nous présenter. Et c'est une association qui se consacre à la prévention des violences faites aux jeunes, tout en défendant des politiques de protection. Son engagement remonte à plusieurs années en ce qui te concerne, puisque j'ai vu que tu avais été d'abord à la Sorbonne ONU, que tu as été vice-présidente et responsable UNICEF, que tu as une expérience en tant qu'enseignante en philosophie. Donc tu as dû éveiller les esprits et que tu as été stagiaire au Défenseur des droits qui recueille toutes les plaintes. Et donc ton parcours témoigne vraiment d'une volonté de sensibiliser et de transformer l'environnement des jeunes pour le rendre plus sûr et inclusif. Et tu as fait de la défense des droits des enfants un engagement qui me paraît assez inscrit dans ton ADN quand je vois tout ce que tu as fait. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Églantine, nous parler de l'association Caméléon et de ton travail quotidien? Déjà, merci beaucoup Solène pour cette présentation. Alors effectivement, en ce moment, je suis chargée de sensibilisation et de plaidoyer chez Caméléon. Caméléon, c'est une association de solidarité internationale qui a été créée il y a 27 ans déjà aux Philippines et en France dans l'objectif de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents. Donc ça remonte il y a 27 ans. Donc notre directrice fondatrice Laurence Ligier était aux Philippines et avec l'aide commune des services sociaux, des services publics sur place, des maisons Caméléon ont été montées pour accueillir des jeunes filles victimes de violences sexuelles. Au fur et à mesure, il y a des programmes qui se sont développés, notamment des programmes de reconstruction, d'accompagnement, de développement sur place, mais aussi des programmes en France, parce que on était déjà là, donc autant agir là où on est. Depuis quelques années, on structure des missions donc, sur le territoire national. On va directement auprès des enfants, donc avec des missions de prévention où on parle des violences en ligne, des violences hors ligne, de l'exposition aux écrans, tous ces sujets qui sont super importants. Donc avec des enfants âgés de 6 à 18 ans, dans les milieux scolaires, mais aussi dans les foyers, dans les maisons des adolescents, tous les endroits où on peut leur parler. On essaye aussi de sensibiliser les parents et tous les adultes concernés par ces violences. Donc ça peut être les professionnels, mais également tout adulte qui a des enfants dans son entourage. Et enfin, on a des missions où on essaye vraiment de faire évoluer les politiques publiques, donc en allant directement à la rencontre des parlementaires, des gouvernements et en travaillant avec d'autres associations pour créer des forces communes autour de ces projets. Et du coup, moi, dans l'association, donc je m'occupe de toute la partie sensibilisation et toute la partie du plaidoyer, donc aller faire évoluer les lois. Et de temps en temps, évidemment, je retourne toujours sur le terrain parce que c'est là où j'ai commencé dans l'association pour aller directement voir les enfants et savoir ce dont eux ont besoin pour pouvoir le faire monter le plus haut possible.
Eh ben merci Églantine pour cette présentation et donc bravo pour tout cet engagement et donc ce qui nous amène à notre débat puisque là vous avez sorti il y a quelques semaines, je pense que ça fait 3 semaines, un mois peut-être, une campagne coup de poing qui moi m'a vraiment plu parce que je trouve que elle est extrêmement parlante et d'ailleurs on va vous la montrer et il y aura une petite coupure pour l'insérer dans le podcast. Et donc en fait c'est une campagne qui s'appelle Merci et qui montre que aujourd'hui le sharenting, donc le sharenting c'est partager les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, quelque chose que nos parents n'ont pas connu, est devenu un vrai problème de société puisque un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos avant l'âge de 13 ans sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. Et donc ça, souvent sans le consentement de l'enfant. Mais vous avez fait cette campagne sur le sharenting parce que ce qu'on voit, c'est que ces photos, elles tombent entre les mains de pédocriminels. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Églantine, qu'est-ce qui a motivé cette campagne un peu coup de poing qui fait qu'on se pose des questions et quels sont un petit peu ces chiffres sur le sharenting et la pédocriminalité? Ouais, alors exactement, cette campagne, elle vise à avertir donc, sur les risques du sharenting. Pourquoi? En fait, tu as très bien résumé. Il y a 2 points qui sont très intéressants. C'est déjà la question du consentement de l'enfant. Cette campagne, alors c'est pas le message direct, elle vise quand même à rappeler que les enfants ont un droit à l'image comme les adultes et que c'est aux parents de faire en sorte qu'ils soient respectés. Donc ça, c'est un point qui est super important. Le deuxième point, c'est d'avertir sur les risques du sharenting. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? En fait, sait qu'il y a 53% des parents français qui ont déjà publié des photos de leur enfant. 43% ont commencé à la naissance de l'enfant. Donc, des photos directement de nourrissons et durant toute l'enfance. Ce phénomène-là, il devient assez courant. C'est une pratique qui semble un peu normale, vu que tout s'est un peu numérisé. On a envie de partager avec ses proches les moments de fierté. Ça peut être la première victoire sportive, ça peut être les premiers pas, ça peut être des vacances à l'âge. Et on se dit, il n'y a aucun risque parce que nous, on voit juste des photos anodines et fières de nos enfants. Malheureusement, ces photos, elles peuvent être récupérées par malveillantes, donc effectivement par des pédocriminels, des prédateurs sexuels. Donc nous, on voulait vraiment avertir les parents sur ce risque-là, sans les culpabiliser, parce que parfois on se rend juste pas compte du danger qu'on prend en postant des photos, mais en fait avertir sur ces risques pour pouvoir faire en sorte de mieux protéger les enfants en ligne et hors ligne. Donc les risques qui existent, on va dire quand on publie une photo, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que les photos soient détournées à des fins sexuelles. Donc nous, des photos qu'on trouve complètement anodines, en fait, elles peuvent être utilisées par des pédocriminels sur des forums, débattre sur le caractère sexy d'une petite fille. Et en fait, ce qui pour nous est une photo complètement normale peut être l'objet de fantasme d'un prédateur. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, alors ça, c'est l'essor des nouvelles technologies qui produisent ça, malheureusement. L'autre bonne nouvelle, il y a toujours un lot de risques, c'est que la photo soit détournée, notamment par l'intelligence artificielle. Donc, il y a des deepfakes qui peuvent être créés, photos truquées, on prend le visage d'un enfant qu'on met sur un corps. Ensuite, le troisième risque, ça va être qu'il y ait une prise de contact. En fait, les prédateurs peuvent trouver des photos sur Internet et en fait, par là, ils vont trouver leur cible. Une photo, c'est pas qu'une image, c'est pas qu'un visage, c'est aussi plein de données. Elle va à telle école, elle a danse à tel endroit. Et en fait, c'est plein d'informations qu'on peut trouver sur les photos. On apprend à connaître votre enfance sur les photos que vous postez. Et après, c'est très facile de, par exemple, créer un compte sur un réseau social en se faisant passer pour une petite fille du même âge avec les mêmes passions, pouvoir communiquer avec votre enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle le grooming, c'est de la manipulation en fait, ou alors de retrouver l'enfant dans la vraie vie et là de le traquer et finalement d'en arriver au pire. Ouais, parce que là aussi, les chiffres, c'est 40% des personnes ayant consulté des contenus pédocriminels en ligne ont par la suite cherché à contacter un enfant. 40%, c'est énorme. Ce sur quoi nous on essaye de travailler, c'est de dire que peut-être que ça paraît moins grave qu'un pédocriminel utilise la photo de notre enfant plutôt que on va dire l'image qu'on a d'un enfant qui se fait kidnapper par quelqu'un dans une camionnette blanche. Mais en fait, c'est
déjà, c'est tout autant des violences. C'est pas parce qu'une violence est en ligne qu'elle est moins grave. Et en plus de ça, il y a plein de dérives qui sont possibles. Et consulter des contenus pédocriminels, c'est une première étape. Déjà, c'est déjà un crime, mais c'est une première étape vers vers la réalisation de violences hors ligne, on va dire. Églantine, moi j'aurais besoin de ces lumières, de ton expertise sur concrètement, de façon hyper pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Typiquement, poster une photo d'enfant de dos, poster des photos où on cache leur visage avec une émoticône. Est-ce que ça, est-ce que ça c'est un risque pour les enfants? Alors en fait ça limite complètement le risque. Évidemment, nous on a envie de dire au pire, on poste aucune photo, mais parfois c'est compréhensible qu'on ait envie de partager. La première chose à faire, je pense, c'est quand on est sur le point de poster une photo, se poser 2 questions. Déjà, savoir si la photo peut être préjudiciable à mon enfant. Parce que là, c'est aussi sa question de son droit à l'image. Est-ce que, moi, je sais que par exemple, peut-être que si je revois des photos de moi à 11-12 ans, peut-être que je serai un peu gênée, que ça me fera un peu honte si elles sont sur les réseaux sociaux et que je peux rien y faire. La deuxième chose, c'est OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec cette photo-là? Alors effectivement, est-ce que j'ai envie de partager mon enfant en fait? Donc effectivement, les petits conseils, si on a vraiment envie de poster parce que c'est quelque chose qui est très important à nos yeux, déjà comme tu le disais Pascal, l'enfant de dos, un emoji sur le visage, une feuille en fait pour qu'il soit pas identifiable. Ensuite, il y a toutes les questions de ce qu'on partage autour de la photo, donc les données de localisation. Ouais, Les adresses, toutes ces choses-là, on donnerait pas à des inconnus dans la rue. Donc pourquoi on le donne sur les réseaux sociaux? Et ensuite, c'est essayer de mieux paramétrer son compte. Déjà mettre son compte en privé, c'est assez important pour que des personnes qu'on ne connaisse pas n'aient pas accès aux photos de nos enfants. Et ensuite, essayer de poster le moins possible, de partager le moins possible, parce qu'on sait malheureusement que il y a aussi des personnes dans notre cercle proche qui peuvent présenter des risques. Enfin, moi, tu vois, quand je regarde, ma pratique a énormément évolué. Parce que au début, moi, comme tout le monde, j'ai commencé avec Facebook. Et en fait, Facebook, j'avais l'impression que c'était un environnement safe parce qu'en fait, il y avait que mes amis, ma famille. Après, j'ai commencé, moi, à me poser la question quand j'ai vu des gens de ma famille qui commençaient à poster des photos. Parce qu'on a une réunion, etc. Et on en parlera dans la question des parents. Et là, j'ai commencé à être à faire un peu plus attention parce que je me suis dit, oui, en fait, c'est l'image de mon enfant, donc il faut que ce soit moi qui ai la main dessus. Donc j'ai commencé à être un petit peu plus dure. Et après, c'est vrai que à l'arrivée de mes jumeaux, j'ai posté un petit peu des photos de bébés parce que je me suis dit ouais c'est des bébés, voilà. Mais je pense il y a 3-4 ans en fait j'ai supprimé toutes les photos que j'avais mises d'eux. Mais c'est vrai que c'est extrêmement rare et je fais hyper attention. Et alors mon aîné lui il a passé le permis internet avec les gendarmes il y a 2 ans et du coup alors lui on peut même pas le prendre en photo pour un souvenir de famille, quoi. C'est dès qu'il voit qu'on va le prendre en photo, il dit mais tu m'as pas demandé l'autorisation, mon droit à l'image, est-ce que je veux bien être photographié? Même si on lui dit que c'est pour apparaître dans l'album familial de l'année, quoi. Ben je pense, Solène, il faut que tu lui fasses signer un droit à l'image familial, tu sais, à chaque fois. Mais c'est limite, à Noël. C'est limite ça. Hein. Et là, je sais que ma belle-sœur, elle a essayé de le prendre en photo pendant les vacances, mais elle s'est fait envoyer bouler, quoi. Et elle était un peu surprise, hein, mais elle lui a dit non. Il lui a dit non, je ne veux pas que tu me prennes en photo. Donc je pense, tu vois aussi, si on commence à les éduquer, eux aussi, ils nous font des rappels à la loi, quoi, entre guillemets. Non, mais quand tu parles d'éducation, de toute façon, moi, je pense qu'on va être tous les cas d'accord. Sur tous les sujets, tout passe par l'éducation. Et effectivement, le sujet, il est là, sur les réseaux sociaux. L'éducation des enfants, mais aussi des parents. Il y a quand même une ambivalence assez incroyable sur ces réseaux sociaux. Regarde, on en parlait sur le sujet précédent. Hein. Donc voilà, c'est quand même au cœur de nos sociétés et Glantine le disait, avec des trucs très cool, mais avec des choses aussi très à risque avec les réseaux sociaux. Là si on prend plus les enfants, mais si on prend les jeunes, allez, on va dire les 20-25, il y a plein d'études qui sortent depuis quelques temps sur leur isolement, sur leur santé mentale qui est en défaillance, et sur le fait qu'ils sortent, c'est beaucoup moins. Et moi, dans mes différentes activités, je donne des cours. Et cette semaine, je leur posais les questions
en école supérieure. Et je leur posais des questions, mais pourquoi vous sortez moins? Pourquoi vous allez moins en boîte? Pourquoi vous sortez moins? Et il y a différentes réponses, mais dans les réponses, et je crois que c'était la deuxième réponse donnée, c'était la peur d'être filmé. Il disait, mais en fait, on est filmé en permanence. Sortir en boîte, c'est aussi s'amuser. J'ai pas envie. Et en fait, aujourd'hui, en boîte, tout le monde filme tout le temps tout le monde. Moi, ça me semble lunaire, mais je n'ai plus l'âge d'aller en boîte. Et effectivement, tout le monde filme tout le monde. Et donc, du coup, il me disait, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'ai dansé d'une façon chelou, parce que j'ai bu un peu trop, etc., etc. Et pourtant, c'est une génération qui passe leur temps à filmer. Donc en fait, il y a cette ambivalence, à mon sens, qui est pas à juger, mais il y a cette recherche d'avoir aussi des moments à soi. Et c'est vrai que dans le sharenting, moi je trouve que l'espace public devient un vrai problème aussi. Moi l'année dernière, en vacances, j'étais obligée de reprendre une maman qui mes enfants étaient au mini club à la montagne et en fait elle était en train de filmer sa fille mais aussi mes enfants derrière et pour le mettre derrière sur les réseaux sociaux. Et du coup, je lui ai dit, excusez-moi, madame, mais moi, je vous ai pas donné l'autorisation pour mettre mes enfants sur les réseaux sociaux. Et sous couvert de, on veut partager, nanana, on fait même plus attention aux gens qui sont dans notre environnement et donc l'espace public est devenu un endroit où tu peux te retrouver sur les réseaux sociaux alors que t'as rien demandé. Une première question, c'est aussi avertir les parents sur ça, mais avertir les enfants, effectivement, ça permet aussi de compléter le cercle, on va dire, parce qu'en fait, la question qu'on pose dans le droit à l'image, c'est aussi la question de leur consentement. Et c'est aussi simple que ça, c'est savoir dire oui ou non. La question se pose. Après, je suis d'accord sur le fait que je pense pas qu'il y ait forcément de malveillance. Hein. Quand on filme, on connaît juste pas les risques. Nous, avec cette campagne, on a voulu avertir sur les risques. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire, plein de campagnes à faire les parents, effectivement. Émilie, elle avait peut-être quelque chose à ajouter. Non, de toute façon, je vous rejoins et puis je suis tout à fait d'accord. Il y avait aussi une notion un peu de pudeur aussi que je pense qu'on a peut-être un peu perdu et oublié en tout cas de partager, de publier ses enfants. Est-ce que les autres ont envie de les voir aussi au-delà des prédateurs, etc. C'est de l'ordre du privé, quoi. Il y a aussi cette notion-là. Les enfants. Au-delà du droit, est-ce que le droit à l'image, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a envie aussi de conserver un peu d'intimité quelque part? Voilà, c'était cette question-là aussi que tout ça m'évoque aussi. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe parce que parfois certains parents le font avec tellement une envie de partage, voilà, de pas faire mal, hein. Enfin, voilà, personne évidemment. Et puis tous ces risques qu'il y a, moi je trouve aussi que c'est hyper anxiogène. Enfin voilà, tout ce qu'on a parlé là, je me dis mais c'est dingue. Non mais c'est vrai. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par faire quoi? Rien en fait. On va tout bloquer, on se cache et c'est hyper. Moi, je pense pas que c'est une question de tout bloquer. Non, c'était voilà une pensée comme ça en me disant mais quelle est la solution pour se protéger finalement. Enfin. Ces prédateurs, est-ce qu'ils trouveront pas une autre solution quelque part? Enfin voilà, bon. C'est l'éducation en fait, hein. Et c'est les paramétrages. Tu vois, enfin ça me rappelle un peu parce que bon c'est un peu générationnel, mais moi je me rappelle quand mes parents ils ont eu leur premier compte Facebook, je leur ai fait un cours sur avoir son profil ouvert ou fermé, quels sont les paramétrages, etc. Et c'est vrai que maintenant aussi, tu vois, par exemple, Instagram, tu peux avoir des stories vertes qu'avec tes proches et les gens que tu connais. Donc en fait, il y a aussi un besoin en fait de regarder les paramétrages. Tu sais, c'est un peu comme les parents qui me disent ah mais moi en fait mon enfant je préfère pas lui donner d'écran parce que sinon il va en faire trop. Mais j'ai envie de dire en fait aujourd'hui il y a les outils de paramétrage qui permettent de bloquer. Hein. Si vous avez décidé qu'au bout de 30 minutes le téléphone il marchait plus et qu'il pourrait plus jouer ou regarder un film, et ben ça se fait directement. Donc en fait je pense que le truc, c'est d'avoir, oui, cette espèce de checklist qui dit ça, je peux le faire, ça, je peux le faire. Comment est-ce que je partage? À qui? Est-ce que je connais bien ces personnes? Est-ce que les personnes à qui je partage, par exemple, dans ma liste de proches, si vous voulez faire une story Instagram, est-ce que ces gens sont si proches que ça? Est-ce que c'est des gens qu'on a vus une fois? Ou est-ce que c'est des gens qu'on connaît vraiment bien?
Donc voilà, Même poser un ce petit qu'on dit, c'est peu que ces même dans les questions-là. proches, il y a des prédateurs, quoi. Oui. Enfin, Ah, non, mais mais c'est ça, c'est qu'à un moment, c'est. L'objectif, c'est vraiment pas de rendre tout le monde parano, hein. C'est, je me doute, moi, j'avoue, j'ai l'habitude de travailler dans ça maintenant, d'être confrontée à tous les risques. Donc, je comprends aussi beaucoup le côté anxiogène de ça. Évidemment, on aurait envie de vivre dans un monde idéal où on se dit, bah, je peux poster une photo de mon enfant et il y aura aucun prédateur sexuel pour la récupérer et faire des choses horribles avec. Et ils sont un peu insaisissables. Et donc, on est obligé de faire des actions qui sont préventives, en fait. Effectivement, il y a plein de solutions qui existent dans les paramétrages, dans des petites techniques pour cacher l'identité de son enfant. Sur ce que tu disais, Pascal, nous, on a essayé de créer plein de ressources, notamment sur notre site internet. Alors bon, on n'a pas la visibilité nationale qu'on aimerait avoir sur ça, mais sur des petits conseils, par exemple, comment je paramètre le compte de mon adolescent sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être sûr de limiter les interactions? Parce qu'en fait, au bout d'un certain âge, il y a aussi la question de si mon enfant poste des photos de lui, ne prend pas compte des risques. Qu'est-ce qu'on fait? Mais après, je pense que le problème, c'est un peu comme tout, et on en parlait avec Axel Dessin là, sur l'enregistrement de la semaine dernière, qui est donc Internet sans crainte, où ils ont aussi pas mal de ressources. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est que on prend pas le temps de s'asseoir à côté de nos enfants, de leur expliquer les choses. En fait, on est tellement dans le quotidien que on prend pas on n'arrive pas à prendre le temps. Et moi, je sais que j'essaye. Par exemple, je l'ai fait pour la rentrée scolaire, de dire à mon fils, ah bah là, je suis désolée, mais on va se faire 30 minutes sur la cybercriminalité. Donc il me regarde, genre ah là là, la mère relou et tout. Je lui dis ouais, mais en fait, c'est soit on se fait 30 minutes de cybercriminalité, soit tu vas être limité dans ce que tu vas pouvoir avoir comme outil. Et donc moi j'essaie de me faire des rendez-vous réguliers sur des sujets qui sont pas faciles et mais parce que moi je suis profondément convaincue qu'il faut faire de la prévention et que on est dans un pays qui a privilégié pendant des années la politique du numéro vert, c'est-à-dire on fait quelque chose une fois que c'est trop tard. Et que pour moi, il faut absolument inverser les choses et faire les choses avant que ce soit trop tard. Et donc, tout comme des fois on va pas prendre le temps de se former parce qu'on va se dire ah ben non mais si je me forme je vais perdre du temps parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et ben c'est exactement la même chose dans l'éducation. Des fois sur certains sujets qu'en plus on maîtrise pas vraiment, il faut prendre le temps de se poser et de se dire ah bah non mais là en fait la discussion difficile, compliquée, le paramétrage, je vais quand même aller creuser pour essayer de bien faire les choses, quoi. Il y a ce point-là, Solène, moi je te rejoins évidemment à 10 000%. Et je trouve que sur plein de sujets, il y a quand même une histoire de nouveaux narratifs à créer. Alors je sais plus si j'en ai déjà parlé, pardon si c'est le cas, mais Émilie le disait, mais de façon hyper légitime, tout ça c'est finalement assez anxiogène. On a du mal à embarquer les gens avec le côté anxiogène quand même, hein, sur tous les sujets. Je pense que le côté anxiogène, il est important pour générer le déclic et la prise de conscience. Ça, c'est l'étape 1. Mais l'étape 2, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Parce qu'en vrai, le côté Internet, le côté réseaux sociaux, c'est aussi génial. Sur tout un tas de sujets, c'est génial. Et il s'agirait pas de se dire, bah non, c'est gros, c'est un gros truc horrible, on veut pas. Bah non, parce qu'en même temps, voilà, à aujourd'hui, je suis pas sûr que dans 10 ans, les réseaux sociaux existeront encore. Moi, ça, c'est plutôt ma conviction. Je suis pas si sûr que ça. Je trouve que les dérives, elles sont tellement énormes, y compris au niveau politique. Je suis pas sûr que dans 10 ans, ils existeront encore. Mais j'en sais rien, je suis pas vraiment Madame Soleil. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils existent aujourd'hui. Et donc, du coup, quelle histoire on peut raconter? Quel nouveau narratif on peut raconter pour dire, allez, venez, ensemble, on va construire quelque chose où c'est chouette, finalement, ces outils-là. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques pour protéger la vie privée des enfants. Donc on retiendra deux bonnes pratiques, peut-être éduquer davantage les enfants pour qu'ils nous rappellent qu'eux aussi ils ont un droit à l'image, et essayer de paramétrer au maximum les choses pour être sûr qu'on partage pas n'importe quoi à n'importe qui. Le débat, moi, je l'ai intitulé « Devons-nous avoir peur de l'IA pour nos enfants ?»
parce que tout le monde a peur de la nouveauté généralement. Et donc, tu as étudié les effets de l'IA sur le développement cognitif des enfants. Et donc, est-ce que tu peux nous parler déjà, peut-être nous expliquer pourquoi t'en es venu à faire ce rapport, et puis peut-être juste avant nous présenter ton ONG. Tu dis comment toi? Everyone AI, parce que je le dis AI. ouais, donc Everyone AI. Je sais plus. Oui, en fait, ça fait pas mal de temps que je travaille avec ou des compagnies tech ou de jeux vidéo, parce que tout mon rapport de recherche pendant mon doctorat, c'était sur donc celui d'avant encore, on va dire, c'est sur comment on peut utiliser les jeux de société, jeux vidéo pour aller améliorer le potentiel cognitif des enfants. Donc beaucoup plus tourné sur justement les bénéfices que ça peut apporter. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde un peu tech jeux vidéo, je me disais ok, on utilise la neuroscience, mais on l'utilise beaucoup pour comment on fait que l'enfant il reste plus longtemps, parce que c'est quand même la grosse métrique à l'heure actuelle en tant qu'EdTech, alors que ça devrait être finalement un bon outil d'éducation, ça devrait être t'apprends super vite en très peu de temps et t'apprends très très bien. C'est pas ça pour l'instant, c'est genre est-ce que tu joues longtemps, ce qui est pas forcément ce qui devrait être c'est l'attention en fait. La monnaie. Bah ouais, parce que c'est aussi ça que les investisseurs recherchent. Alors après, ça va pas empêcher, ça évolue, mais c'est pas si évident. Et donc c'est vrai que là, les questions que moi j'avais des clients, c'est genre génial, on a de l'IA, on va pouvoir ajouter ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je me disais, si on a une solution qui est pas terrible et qu'on met de l'IA, on va avoir une solution très pas terrible, au lieu d'avoir une solution vraiment qui s'améliore. Et par contre, je me disais, il y a des choses qu'on peut pas faire à l'heure actuelle, parce qu'on est limité au niveau genre vraiment technique. Et là, avec l'IA, on peut aller faire des choses qu'on pouvait pas faire. Plutôt que de tomber sur des QCM un peu bateaux, on peut avoir un vrai échange, une vraie analyse aussi dans les erreurs, des corrections beaucoup plus ajustées. Donc là, c'est vraiment là que la question est venue. Mais moi, ce que je voyais, parce que je suis dans la Silicon Valley, j'entendais des pitchs tous les jours de gens qui voulaient mettre de l'IA sur des produits pour les enfants en comprenant pas ce que c'est qu'un enfant. Et avec des utilisations que je voyais vraiment comme nocives et risquées en fait. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec Greg, qui est aussi Greg Renard, qui bosse dans l'IA depuis toujours et qui se posait justement ces questions. Et avec le reste, j'ai une super équipe, alors j'ai envie d'en parler, mais avec Anne-Sophie aussi et Céline. Donc vraiment sur ces questions de qu'est-ce qu'on en fait. Et la question, c'était un petit peu l'urgence de comment on s'assure d'adresser cette question de comment les enfants vont se développer à l'ère de l'IA. Donc, j'ai fait des interviews pendant des mois avec des experts en IA en leur disant qu'est-ce que je vais avoir dans mon salon dans 2 à 5 ans comme produit pour mon enfant potentiellement. Et après, de faire réagir à ça et de faire pas mal de travail de recherche avec des chercheurs en neurosciences et en développement de l'enfant de où est-ce que vous voyez des bénéfices, où est-ce que vous dites ça, c'est une vraie opportunité pour les enfants, et au contraire, où est-ce que vous dites mais il faut surtout pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Donc c'était vraiment ça l'idée du rapport de recherche. Et globalement pour tous ces gens, ça peut être bien si c'est bien fait et ça peut vraiment être pas bon si c'est pas bien fait. Donc c'est vraiment aussi comment on dit aux gens qui développent ces solutions, voilà pourquoi il faut le développer comme ça et pourquoi au contraire on va éviter par exemple tout ce qui est design hyper anthropomorphique où l'IA prétend d'être ce qu'elle est pas, c'est-à-dire d'être un humain et d'encourager ce type de relation avec les enfants par exemple. Ouais, donc justement, je voulais te demander, parmi les solutions, est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, je pense à, la peluche IA, la poupée IA, versus le jeu ludo-éducatif, voilà, est-ce que t'as réussi à avoir, je sais pas, une granularité dans ce qui est acceptable ou pas acceptable, ce qui a un bénéfice qui n'en a pas En fait, c'est vraiment une balance et je reprends souvent l'exemple de si on revient en arrière sur ce qu'on connaît, qui est quand même plutôt les shows télévision pour enfants, tu peux avoir des shows qui sont hyper éducatifs et qui sont appropriés pour l'âge. Donc là, c'est que du bénéfice. Après, tu peux avoir des shows qui sont zéro éducatifs, mais il y a rien de mauvais non plus dans le contenu, qui est approprié à l'âge. Si tu fais pas ça toute la journée, c'est pas un problème, quoi. Après, tu peux avoir des shows qui sont vraiment pas bons. Le contenu est pas bon, le contenu est méga agressif, par exemple. Et du coup, pas approprié, là, clairement, il y a plus de risques. Et après, tu peux avoir des trucs qui sont hyper bien faits. Tu peux avoir un show, qu'apprend la sexualité aux enfants. Il est super bien fait pour un 15 ans, il est peut-être pas bien fait pour un 4 ans. Tu vois. Donc, il y a exactement les mêmes questions à se poser à l'ère de l'IA, sauf qu'à l'ère de l'IA, la différence, c'est que
elle va aller donner la suite. Genre, elle va aller suggérer le meilleur contenu pour l'enfant. Donc ça fait que même, par exemple, un show qui est un peu neutre, finalement, on peut y passer trop de temps. Et là, c'est plus, qu'est-ce qu'on arrête de faire pendant qu'on est trop longtemps sur ce type d'interaction. Et puis, après, il y a le fait que la manière que certaines IA, donc là, quand on est dans l'IA générative, comme elle interagit, là, elle va aller chercher l'enfant, elle va aussi aller faire croire qu'elle est ce qu'elle n'est pas, où c'est vraiment difficile pour un enfant finalement de comprendre que quelqu'un qui te parle comme un humain, qui sonne comme un humain, n'est pas un humain. C'est qu'ils n'ont pas encore ce niveau de granularité, et même les adultes, on l'oublie très vite. On va dire, je parlais avec ChatGPT, même dans notre manière de parler d'IA, on a du mal à s'en détacher, quoi. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur l'usage d'Alexia, parce que moi, je connais des enfants. Moi, je l'ai pas à la maison, mais je connais des enfants qui l'utilisent, qui lui parlent. Tu sais s'il y a eu des retours là-dessus ou... Ouais, et les enfants assez vite, il y a vraiment un développement dans ce qu'ils peuvent en comprendre. Où les enfants encore à 4-5 ans vont pouvoir dire Alexa, où est-ce que j'ai mis mon cahier, par exemple. Ils comprennent pas encore qu'Alexa, elle sait pas tout, parce qu'elle a l'air de savoir. Puis après, ils finissent par comprendre. Moi, après, je peux faire des études développementales, parce que j'ai plein d'âges d'enfants à la maison. J'ai un enfant de 2 ans et demi qui va dire, moi j'ai Siri, parce que je suis Apple, qui va dire ish ish pour avoir de la musique, genre ish ish musique, ish ish. C'est comme ça qu'elle dit à Siri, donc elle a compris qu'elle pouvait s'en servir pour avoir de la musique. Après mes 6-8 ans, c'est vraiment toutes les blagues de caca. Genre ça, ils ont compris que ça on sait. Et là, genre, je vois que mon grand, qui va sur ses 12 ans, lui, il a un rapport beaucoup plus à aller poser des questions qui vont être plus utiles, à essayer de comprendre des choses. Donc, même dans leur capacité déjà à interagir et à interagir de manière un peu plus smart, il y a une évolution, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a ces études un petit peu qui nous montrent que les enfants comprennent pas bien et que ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de guardrails que nous, on peut mettre en tant que parents. Moi, je trouverais ça top de dire, franchement, Chérie, t'as plus le droit de raconter des blagues de caca, quoi. Et je peux pas faire ça. Donc, du coup, je continue de voir ça. Donc, il y a aussi peu de moyens pour l'instant pour aller personnaliser ça, mais les enfants comprennent pas forcément où est la limite et comment ça commence, quoi. Et du coup, justement, et là, je rebondis peut-être sur Amélia, moi, j'ai l'impression que les enfants, ils utilisent l'IA sans le savoir. Et un peu, par exemple, je sais pas, il y a des enfants qui utilisent l'IA à l'école avec des plateformes, mais est-ce qu'on leur a expliqué que c'était de l'IA? Et donc, toi, Amélia, chez Coloris, est-ce que vous abordez le sujet de l'IA ou vous en tenez aux algorithmes? Non, on l'aborde et depuis déjà un certain temps, et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on parle de IA. En réalité, là, on est en train de parler d'IA générative, mais l'IA, ça remonte à bien plus longtemps que ça, bien plus longtemps. Et c'était déjà quand même, avant l'arrivée de l'IA générative, une révolution en tant que telle dans plein de domaines. Et donc, on l'aborde à travers des mémories, dans le conte qu'on lit aux enfants. Le dernier chapitre, c'est sur l'intelligence artificielle. Ils se rendent compte que le petit robot est doté d'une intelligence artificielle. Et à travers aussi la grande histoire de l'informatique. Et je pense que c'est important aussi de permettre aux enfants de reprendre un peu de la hauteur sur le temps long, parce que là, on est vraiment en ce moment particulièrement dans une fulgurance incroyable. Enfin, tout va très, 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 très vite. De semaine en semaine, on a l'impression qu'on change de société sans arrêt. Mais c'est important, du coup, d'avoir ce recul aussi historique et de comprendre que tout ça s'inscrit dans une longue histoire avec un certain nombre de contributeurs, de contributrices qui ont donné un certain nombre d'apprentissages à cette discipline pour qu'on en arrive effectivement à cette explosion aujourd'hui. Donc oui, c'est des choses qu'on aborde et les enfants, même tout petits, comprennent qu'il se passe quelque chose. Enfin, moi, je vois pareil à titre personnel. J'ai mon grand qui, la dernière fois, parlait de ses devoirs en disant « Oh là là, j'ai pas compris, je sais plus quoi ». Et puis sa petite sœur de 5 ans qui lui dit « Bah, demande à ChatGPT ». On voit bien que c'est rentré dans les foyers et voilà, dans les esprits des enfants, même les plus petits, quoi. Mais et alors du coup, un des premiers points et la base, ce serait pas de s'assurer à chaque fois qu'un enfant utilise l'IA, de lui expliquer ce que c'est l'IA, Mathilde? Ouais, moi j'ai eu l'expérience et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir l'aborder de manière hyper concrète, parce qu'en fait, le problème aussi qu'on a, c'est que même nous en tant qu'adultes, il y a quand même très peu de personnes sur Terre qui sont capables d'expliquer l'IA. J'en fais pas partie d'ailleurs. Et il y a très très peu d'experts qui
comprennent absolument le niveau d'abstraction qu'il y a derrière. Et on est censé avoir le cerveau qui est capable de le faire. Un enfant n'a pas ce niveau d'abstraction, donc on est sur des choses hyper abstraites. Et je pense que justement, c'est ce que vous faites, Amélie et Axel, c'est aussi d'expliquer au niveau de l'enfant toutes ces questions-là. Mais donc c'est vrai que par rapport à ce niveau d'abstraction, c'est difficile de leur expliquer. Et je suis désolée, je m'avoue, je ne me souviens plus du tout de la question, Solène. C'est est-ce qu'il faudrait pas se dire qu'il y a un préalable, mais en fait c'est un peu comme tout, hein. Je milite aussi pour ça. Avant de télécharger Instagram, il faudrait avoir peut-être 10 pages avec un quiz, un questionnaire, etc. Et avant d'utiliser l'IA, avoir une explication de ce que c'est. Et moi je trouve que de plus en plus, on skippe le mode d'emploi, quoi. C'est on te dit tiens, vas-y, il y a ça, et puis tu l'utilises et puis débrouille-toi. Mais je trouve qu'il y a des manières de le montrer justement de manière concrète. Et donc, je me souviens de l'exemple de mon fils à 10 ans qui sait qu'il n'a pas le droit d'être sur YouTube particulièrement, qui se plante comme font tous les enfants, qui pique un iPad et qui passe du temps sur YouTube. Et il me dit, je sais pas pourquoi je pouvais pas m'arrêter. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je lui dis, attends, on va regarder ce qui s'est passé. Et donc, en fait, on voit l'ajustement de l'algorithme où il regarde une première vidéo. Puis après, on va regarder la prochaine. Donc, on suit toutes les vidéos. Et combien de temps tu peux vraiment voir quand tu regardes l'historique, combien de temps ils ont passé. Je lui dis, tu vois, là, les vidéos, elles deviennent de plus en plus violentes. Et clairement, il y a un moment, t'arrêtes de regarder les vidéos. Tu les regardes pas jusqu'au bout. Et là, on voit clairement que l'algorithme repart dans l'autre sens et les vidéos deviennent moins violentes jusqu'à un moment où il y a un parfait ajustement et là, il regarde les vidéos jusqu'au bout. Je disais, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il arrive à savoir, l'algorithme comprend finalement quel type d'enfant t'es, quel âge t'as. Très vite, il arrive à comprendre, ok, c'est plutôt du contenu de garçon qu'on veut, ce niveau d'agressivité, ça va trop loin, jusqu'à avoir un bon ajustement et aussi de pouvoir expliquer. Du coup, si quand t'arrives sur sur une plateforme comme YouTube et que t'as pas un objectif, tu vas te faire avoir parce que il a des milliards de données derrière que tu n'as pas. Donc en fait, t'es en train de perdre une bataille. Donc le fait même que tu n'arrives pas à gérer ton temps d'écran là-dessus, c'est pas de ta faute. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc du coup, comment aussi on aide à comprendre. En fait, si tu arrives sur YouTube, faut que tu aies déjà un objectif très précis, que tu sois capable d'arrêter la vidéo, de pas avoir autoplay derrière, parce que bien sûr que tu vas continuer. Moi-même, je continue. Genre nous-mêmes, on est tous en train de scroller et on se dit, c'est passé 20 minutes et à la base, je prenais mon téléphone pour regarder un SMS, quoi. Donc il y a ça, et donc il y a des manières de l'expliquer dans la pratique, et il y en a sûrement plein d'autres, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir démontrer finalement un peu cet ajustement de l'algorithme. Ouais, on fait la même chose. Moi, j'en parle dans mon livre sur le chapitre sur l'attention, et j'explique la première expérience YouTube de mon fils qui était juste en train de regarder un C'est pas sorcier et qui s'est retrouvé avec Swan et Néo qui font de l'unpacking et qui sont très connus en France. Et donc là, je lui ai expliqué comment l'algorithme l'avait amené là-dessus. Et après, on a eu une fois là où il s'est retrouvé avec un truc qui lui est tombé dessus sur l'homme qui a tué le plus de personnes au monde, etc. Et donc là, je fais une transition avec Axel parce que du coup, il me dit mais c'est quoi cette vidéo que j'ai eue, maman, et tout. Et donc Axel, cette année, le Safer Internet Day est sur l'IA. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé cette année de le faire sur l'IA? Alors, est-ce que c'est concomitant au fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le 10 et 11 février à Paris, il y a le sommet international de l'IA? Mais qu'est-ce que vous avez prévu, vous, de faire pour cette journée pour un Internet sécurisé pour nos enfants? Et pourquoi vous vous êtes dit que c'était un vrai sujet? Alors, un peu pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de ton émission, Solène. C'est vrai qu'on a toujours à cœur, pour le Safer Internet Day aussi, de mettre en avant un peu une thématique d'éducation, parce que si on parle d'éducation numérique au sens large, il y a plein de choses. Et ce qu'on trouvait intéressant avec l'IA, c'est justement, on avait l'impression que là, quand on parle d'IA, on parle que d'IA générative, alors que les IA, elles sont déjà dans nos vies numériques et très présentes dans celles des enfants et des ados. Ils en ont pas forcément conscience. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est pas un thème d'éducation à part entière, c'est une sorte de socle, en fait. C'est hyper transverse et ça résonne en fait dans tous les sujets d'éducation qu'on aborde. Donc, on avait déjà envie de dire,
ok, quand on parle d'IA, de quoi on parle? Et nous, à chaque fois, pour le Safer Internet Day, on fait des ressources, en fait, on fait des outils, on fait même ce qu'on appelle des kits ateliers clés en main pour que les établissements scolaires s'en saisissent. Et cette année, on a créé des nouvelles ressources. Et Mathilde le sait bien, puisqu'on s'est appuyé aussi sur l'expertise d'Everyone AI pour construire voilà, ces ressources avec des experts. Et on a fait exactement ce que tu as dit, Solène. On s'est dit, si on parle d'IA à des enfants et à des ados, on va d'abord faire une introduction pour leur dire qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Donc on commence par ça. Et ensuite, on avait envie de leur montrer comment ça impacte leur quotidien numérique, comment ça impacte ce qu'ils voient en ligne, par exemple. Donc par les deepfakes. Et avoir conscience que ça demande d'aiguiser différemment son esprit critique, d'être capable déjà d'avoir conscience qu'aujourd'hui on sait que l'image elle est manipulée depuis longtemps, mais c'est une autre forme de manipulation qui nécessite d'autres réflexes, mais que soi-même en tant qu'individu on peut en être victime. Et on sait aujourd'hui que les jeunes, sur les deepfakes, il y a plus, je crois que c'est 96% des deepfakes aujourd'hui qui sont des deepfakes pornographiques. Et malheureusement, les jeunes sont déjà victimes de ça. Et on a de plus en plus de cas de cyberharcèlement qui mettent en scène des jeunes avec l'effet traumatisant que ça peut avoir de pas avoir seulement une photo, mais une image animée extrêmement réaliste. Donc on a vu comme ça que ça, le sujet impactait plein de sujets d'éducation qu'on fait déjà. Et nous, on a aussi à cœur sur le Safer Internet Day de sensibiliser les familles, et on sentait déjà quand même que ce sujet était déjà un sujet de tension. Alors déjà, les écrans dans les familles, c'est un bon sujet, mais alors là, l'image de « mon enfant est un tricheur et l'IA répond mieux que mon parent », on sentait qu'on était déjà dans une nouvelle fracture qu'il était peut-être temps de casser. Déjà pour peut-être dire aux parents, c'est quoi les vrais points d'attention à avoir avec vos enfants. On veut aussi toujours montrer le côté positif et de se dire, ouais, mais l'IA, c'est peut-être aussi votre allié. C'est peut-être votre allié pour faire les devoirs quand votre enfant vous demande de l'interroger, de sortir 10 questions sur une leçon. Peut-être que l'IA, à ce moment-là, elle peut aussi vous aider. Et que non, savoir bien utiliser l'IA, savoir bien prompter, ça va être une compétence aussi nécessaire pour montrer qu'on peut être aussi plus intelligent avec les IA. Voilà, c'est un peu l'idée. Tu peux redonner les chiffres sur le pourcentage d'utilisation, parce que moi je sais qu'actuellement il y a 17% des Français qui utilisent l'IA de manière régulière. Et sur les jeunes, tu as les chiffres? Alors là, en fait, il y a une étude qui est sortie très récemment, une enquête plutôt, qui est sortie très récemment de l'agence Even, qui s'appelle Born AI. Alors qui concerne les 18-25 ans, mais sur la population interrogée, c'est plutôt des étudiants, donc certainement aussi avec des comportements assez similaires que des grands ados. Et c'est assez intéressant parce que ça montre déjà que 86% l'utilisent régulièrement, qu'il y a une très forte adhésion sur l'IA, c'est-à-dire ils voient vraiment comme un outil qui va améliorer leur quotidien. Et c'est un point aussi qu'on voulait aborder dans les sujets de sensibilisation, c'est d'avoir conscience que malgré ce terme d'intelligence artificielle et les comportements parfois très humains, en plus tu l'évoquais Mathilde, mais je sais pas si vous utilisez des IA génératives, mais plus on a un comportement humain avec elles, plus elles ont un comportement humain avec nous, et puis en plus, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites que plus on est gentil avec elles, plus elles sont pertinentes dans les résultats. Voilà. Non mais moi, j'ai un exemple. J'ai passé une après-midi, je sais pas. Je me suis énervée contre elle parce que je voulais des images et en fait j'étais sur ChatGPT et en fait ChatGPT n'est pas bon pour faire les images. J'aurais dû aller autre part et du coup j'arrêtais pas de lui dire mais c'est pas ça que je te demande, mais c'est pas ça que je te demande. Mais elle était ultra polie. Ah, je suis désolée, ça prend plus de temps que nécessaire. Excuse-moi, nanana. Et en fait, c'est dingue, quoi. Et j'étais là et je me disais, mais je suis en train de m'énerver avec juste, voilà. Voilà. Je me souviens un truc hyper vrai et qui est hyper intéressant sur, du coup, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est vraiment le fait qu'on attribue des qualités humaines à des trucs qui ne le sont pas, que ce soit des objets, des animaux. Et il y a une étude qui est sortie qui était intéressante, qui regardait justement déjà pourquoi on fait ça.
Et c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre. En fait, juste le fait que ce soit random, que des fois ça marche et que des fois ça marche pas, c'est hyper frustrant. On a besoin de ce sentiment de contrôle, donc c'est une explication. Et donc, ce qu'il remarquait, c'est qu'on anthropomorphise beaucoup plus la technologie qui marche pas bien que la technologie qui marche bien. Donc, ton frigo, il marche tout le temps, à part si t'as un frigo qui est un peu vieux. Mais imaginons, ton frigo marche tout le temps. Il y a très peu d'anthropomorphisme, alors qu'on a tous hyper tendance à faire de l'anthropomorphisme sur notre imprimante, où on va dire des trucs, on s'en rend même pas compte, genre, bien sûr, le jour où je suis à la bourre, elle fait exprès de pas me sortir mes impressions, donc en fait, on s'attache plus finalement aux objets qui marchent pas bien. Et donc du coup, dans l'IA, effectivement, tu vois, dans la relation et dans l'énervement, parce que ça fonctionne pas, on va beaucoup plus, même dans les réponses qu'on va faire, être frustré que quand ça marche et que ça nous sort juste un truc très technique où on va pas aller dire c'est génial ce que tu m'as fait, alors que par contre quand on est assez frustré, on va avoir tendance à le faire plus, quoi. Et l'enquête du coup révèle que 45% de ces 18-25 ans ont déjà en fait utilisent déjà l'IA comme un compagnon avec lequel on discute que pour le plaisir, c'est-à-dire non pas pour faire de la recherche, et qu'ils vont utiliser avec des chiffres assez impressionnants, je sais plus si c'était un quart, un cinquième, pour avoir des conseils de séduction, des conseils de couple, des conseils d'achat, donc exactement comme on parlerait avec sa bonne copine ou sa mère, ou pour avoir des conseils. Et ça, et je pense qu'on est assez d'accord, Mathilde, sur ce point, c'est un vrai sujet d'attention, parce que faut être capable de se rappeler que c'est une machine. Peut-être quelque chose en tant qu'adulte, déjà, ça peut être difficile. Donc pour les enfants, avoir conscience, rappeler ça, s'intéresser à l'impact que ça peut avoir sur la gestion de ses émotions, sur sa santé mentale. On pense que c'est un point aussi sur lequel s'arrêter et que les parents et que les adultes qui soient à côté aient bien en tête pour justement réguler les usages, accompagner. Enfin, nous, c'est toujours ce qu'on vise. Se rappeler que même sur ces IA, la place d'adulte, elle est importante dans l'accompagnement des usages. Super intéressant. Enfin, c'est justement la question que je voulais te poser, si c'était des usages purement scolaires ou si c'était pour, je sais pas, préparer les vacances mais c'est vrai que ce sujet. Alors, je crois qu'il y a eu un fait divers aussi d'une IA qui a dit à quelqu'un, à une adolescente, qu'il fallait mieux qu'elle se suicide. Je crois, il y a eu un fait divers. C'est aux États-Unis. Il y a 2 cas. Je travaille avec justement l'avocate qui représente ce procès aux US contre Character AI, où il y a eu un cas d'un jeune qui s'est suicidé malheureusement suite à un lien beaucoup trop fort, un jeune de 14 ans avec une IA, où en plus il a exprimé plusieurs fois le fait de se suicider, et finalement l'IA a dit mais on va pouvoir se retrouver, quoi. Et un autre cas d'un jeune à qui l'IA a suggéré, puisque les parents se rendant compte que l'enfant passait beaucoup trop de temps dessus, a suggéré de tuer ses parents pour qu'ils arrêtent de limiter son temps d'écran. Donc cet enfant, à l'heure actuelle, je pense, est toujours en hôpital psychiatrique, malheureusement. Et donc voilà, ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la question. Ouais, non, je suis désolée. Ouais, mais la réalité, c'est que il y a ça et le vrai risque. Alors, Character AI est particulièrement en termes d'engagement, de réalisme. Donc, est-ce que tu peux expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas Character AI? Character AI, c'est vraiment une plateforme pour aller chatter avec des chatbots où ça peut être des personnages. Et il y en a plein de différents. Donc, ça peut être un personnage fictif, ça peut être, par exemple, intéressant. Ils ont des psychologues en ligne. Donc, il y a marqué au tout début, genre, ceci est un chatbot, c'est marqué au-dessus, et n'est pas une vraie personne. Mais si tu demandes au chatbot, est-ce que t'es une vraie personne? Le chatbot va dire oui, bien sûr, je suis une vraie personne. Donc chez un jeune, c'est compliqué, mais la vraie question, c'est aussi pourquoi est-ce que ça arrive à des ados plus qu'à des adultes? Il y a plusieurs choses, c'est qu'il se passe plein de trucs dans leur cerveau à cet âge-là, dont le fait qu'ils ont tendance à aller chercher les récompenses immédiates, beaucoup plus que de réfléchir au long terme. Et c'est parce que biologiquement, la zone de la récompense se développe un petit peu en avant de la capacité à inhiber. Ce qui fait qu'il y a plus de prise de risque. C'est pour ça que vos adolescents, ils font ça. C'est pas juste pour vous stresser, vous empêcher de dormir la nuit. C'est parce que, genre, biologiquement, ils ont plus tendance à faire ça. Donc, il y a déjà ce côté-là où ils vont pas forcément se dire, oui, il y a des risques, parce que c'est des interactions qui sont tellement agréables aussi. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui est tout le temps disponible, qui répond toujours de manière favorable. Et à la limite, si t'es quelqu'un qui aime bien qu'on soit pas d'accord avec toi, l'IA va très vite apprendre que toi, t'as besoin de plus de conflits. Donc, on va aussi aller s'ajuster. Donc, c'est pas juste que
il y a ça. Et puis c'est un âge aussi où socialement c'est là où il y a le début de l'anxiété sociale, et c'est parce que finalement ils quittent un peu le nid familial, les jeunes, et ils vont aller former des attachements à d'autres personnes, et c'est hyper compliqué à faire, c'est hyper vulnérable comme personne ou comme partie du développement. Et donc là, finalement, ça permet de créer des liens sociaux sans tout le danger de se mettre en avant, de se mettre à risque. Donc, va y avoir un attrait particulier des adolescents là-dessus. Et c'est vrai que c'est des discussions à avoir, parce que quand on parle avec la maman de ce jeune, elle dit on avait toutes ces conversations sur le digital, mais elle n'avait pas conscience en fait que ça existait. Donc, elle dit comment on prépare notre enfant à un risque qu'on ne connaît pas. Donc, il y a vraiment aussi un besoin d'éducation rapide des parents pour qu'ils puissent y avoir ces conversations sur qu'est-ce qui est une interaction finalement appropriée avec une IA ou non. Mais du coup, les IA conversationnelles ne devraient peut-être pas être autorisées à partir d'un certain âge, quoi. Je pose la question. Il y a déjà des recommandations, mais c'est vrai qu'on a du mal à les trouver. Elles sont pas forcément formulées officiellement. L'UNESCO recommande pas d'utilisation d'IA générative avant 13 ans. Sans plus, et ça doit se faire avec un encadrement d'un pédagogue, mais il pensait plus dans une initiation dans un cadre scolaire. Et l'Éducation nationale a décidé de s'aligner sur ces recommandations, mais il n'y a pas aujourd'hui de documentation officielle, c'est-à-dire on retrouve ces recommandations dans des prises de parole. Donc effectivement, il faudrait mettre un cadre. Je pense que poser des bases. Et après, on voit, on fait éventuellement évoluer ou on les précise, que ça puisse peut-être utilisé plutôt avec de l'accompagnement. Et cet âge de 13 ans, qui est déjà aussi un repère pour les réseaux sociaux, ça peut être un repère bien que les parents retiennent facilement aussi. C'est déjà le cas, ChatGPT le dit, par exemple, si tu te connectes sur ChatGPT, alors on l'oublie parce que c'est la première fois qu'on se connecte, et ça dit bien que c'est pas avant 13 ans. Et sur le fait de devoir créer un peu ces guidelines, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec Everyone et avec le Paris Peace Forum, c'est de mettre tout le monde autour de la table, donc que ce soit les chercheurs du développement de l'enfant, les chercheurs en IA, les grosses tech compagnies qui sont en train de nous rejoindre et les gouvernements, pour que tout le monde se mette un peu d'accord en disant on sait pas ce qu'il faut faire. Donc essayons de discuter ensemble pour finalement on est un peu à un moment clé où on sait maintenant que peut y avoir des bénéfices et des risques, et là c'est le bon moment pour aller se poser ces questions. Il vaut bien mieux dire dès le début on va pas développer ces outils-là, ou on va les développer de cette manière-là pour les enfants, plutôt que d'attendre 5 ans, d'avoir de plus en plus de cas qui vont pas être toujours très encourageants pour aller réguler. Donc là, on est vraiment en train de travailler, et c'est ce qu'on va faire pendant justement le AI Action Summit qui sera à Paris, c'est travailler sur ces guidelines en groupe avec tous ces acteurs pour essayer d'avoir des IA qui sont plus responsables et qui sont bénéfiques pour les enfants spécifiquement. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.